Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Autrefois, à l'époque des corporations, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et encore de nos jours avec les compagnons du devoir, le chef-d'œuvre c'était une œuvre capitale et difficile qu'un artisan devait faire pour recevoir la maîtrise dans sa corporation, c'est-à-dire pour être reconnu comme maître, c'est-à-dire comme maîtrisant parfaitement toutes les ficelles du métier. Le chef-d'œuvre appartient à l'ancienne tradition du compagnonnage. Cette tradition a pour origine les bâtisseurs de cathédrales qui se transmettaient leur savoir de génération en génération. Ces savoirs étaient des secrets qu'on ne donnait qu'à ceux qui avaient fait leurs preuves. Donc les compagnons faisaient leur tour de France et allaient de ville en ville, apprenant ainsi le métier auprès d'artisans qui avaient effectué un chef-d'œuvre et donc qui étaient maîtres. Un peu d'histoire. En France, l'organisation des métiers sous l'Ancien Régime est construite autour des corporations et de 3 états: apprentis, compagnons et maîtres. Pour les compagnons, il était extrêmement difficile, à moins d'être fils ou gendre de maître, d'accéder à la maîtrise. De plus, le livre des métiers, rédigé en 1268 à la demande de Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, interdisait à tout ouvrier de quitter son maître sans son accord. C'est par réaction à ces mesures que seraient nées les premières sociétés de compagnons indépendantes des corporations. Elles ne prirent le nom de compagnonnage qu'au XIXe siècle et se nommaient jusque-là des devoirs. Les compagnons se reconnaissaient entre eux par des signes distinctifs, une canne, un chapeau, etc. Donc nous avons plusieurs images là où on voit non seulement la canne, le chapeau, mais des rubans. Alors la canne était très importante parce que, comme je l'ai expliqué, les compagnons faisaient leur tour de France et apprenaient de ville en ville auprès des maîtres le métier, toutes les ficelles du métier. Mais cette canne avait un autre usage, c'est qu'il y avait différents groupes de compagnons, différents devoirs, qui n'étaient pas forcément d'accord entre eux. Et quand des tenants des devoirs différents se rencontraient, il arrivait qu'ils se battent et se battaient avec la fameuse canne. Au XIXe siècle, le compagnonnage est confronté à l'essor de l'industrie, à la baisse de ses effectifs, et imagine un mouvement plus uni, parce que comme je l'ai expliqué précédemment, il y avait des tensions et des désaccords entre les différents groupes. Le compagnonnage apparaît au début du XIXe siècle comme la seule forme d'association de défense des ouvriers, et plusieurs métiers s'organisent selon ce modèle. Il en est ainsi des cordonniers en 1808, des sabotiers en 1809 et des boulangers. Donc là, sur l'image, on a justement le cordonnier avec l'emblème. Et en dessous, là, l'image de droite nous montre justement le départ d'une ville pour une autre ville. Il y a tout un tas de rituels qui se déroulent à ce moment-là. Entre les années 1860 jusqu'en 1889, se créent des sociétés d'anciens compagnons réunis. Elles se fédèrent, se réunissent en congrès, s'organisent en une fédération compagnonique de tous les devoirs réunis, puis en une union compagnonique en 1889. L'organisateur de ce mouvement de réforme et de progrès est Lucien Blanc, qu'on voit à gauche là sur la photo. Un compagnon bourrelier harnacheur. Bourrelier, c'est celui qui fabrique les selles des chevaux. Dit provençal le résolu, parce que chaque maître fait a un surnom. On le désigne par le nom de sa province et par une qualité qui lui est propre. Donc là, c'est le résolu. 1823, donc jusqu'en 1909. Son date de naissance et de mort de Lucien Blanc.
Durant la seconde moitié du XXe siècle, les choses évoluent, l'association, la fédération et l'union s'implantent dans de nombreuses villes de France. Des sièges sont également créés en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, etc. Le Tour de France devient un Tour d'Europe. Reconnu comme organisme de formation professionnelle, soutenu par les pouvoirs publics, les associations compagnoniques ont fondé des centres de formation d'apprentissage et dispensent aussi des cours à toute personne désireuse de se perfectionner dans son métier. En 2004, l'association ouvrière des Compagnons du Devoir a adopté le passage à un compagnonnage mixte. Et la première femme, tailleur de pierre, a été reçue en 2006. Au début de l'été, un cortège coloré, parti du siège des compagnons rue Malbec, a intrigué les Bordelais. Composé de jeunes compagnons menuisiers, il s'est rendu au bout du pont de Pierre pour remettre au goût du jour deux traditions compagnoniques ancestrales, celle de la conduite et du voyage. Aujourd'hui encore, les compagnons du Tour de France perpétuent ces coutumes. Ils transmettent jour après jour leur besoin du parfait, du plus beau en parcourant la France. Cette confrérie porte en elle des richesses incomparables, celles de l'esprit et de la conscience. Ce rite, ce voyage, les anciens l'effectuaient, tous, comme le montre cette gravure de la fin du XIXe siècle que vous pourrez voir, si vous le souhaitez, au musée compagnonique de Bordeaux. Une aventure humaine que nous explique Jérémy. C'est pour perpétuer ce folklore compagnonique traditionnel du voyage à pied. Et là, l'occasion est de rallier en fait la ville où on a passé l'année, c'est-à-dire Bordeaux, à Nantes, la ville de Nantes, qui organise la Sainte-Anne, la fête patronale des menuisiers. Ils changeaient de ville à pied. Et à pied, où ils utilisaient les moyens de transport. Dès qu'ils ont eu le train, ils ont essayé d'utiliser le train. Donc nous, on perpétue la tradition du voyage à pied et surtout de la conduite, le fait de quitter ses amis. Et c'est en chantant qu'ils sont parvenus au bout du pont de Pierre. Paris est son seul souvenir, il est toujours dans l'espérance. Il est toujours dans l'espérance de vivre pour le soutenir, de vivre pour le soutenir. Un arrêt chargé d'émotions, où l'on doit se dire au revoir, oui, mais pas d'un simple geste de la main. Le cœur parle aussi, autour d'un rite empreint de fraternité, où l'on mélange geste et breuvage. Et puis le cortège est reparti pour franchir le pont. À la troisième pile, là encore un symbole. Un rite, Jérémy nous l'explique. Et après, nous ne devions pas nous retourner. Nous ne devions pas avoir de regrets, nous devions partir libres d'esprit. Et malgré les appels répétés pour qu'on se retourne et qu'on revienne. Voilà, on laisse... on part sans regret, sans dette. Ces valeurs sont issues d'une longue histoire qui se perpétue avec une détermination sans faille. L'hospitalité en fait partie. Dès le premier soir, nos marcheurs se sont arrêtés chez des compagnons communs à Sallebeuf. Ils le feront tout le long de leur voyage.
Les compagnons du Tour de France font partie de notre patrimoine culturel. Ils sont toujours là présents, porteurs des mêmes valeurs qu'au Moyen-Âge. Ils forment, éduquent des ouvriers hors pair qui ont bien conscience de porter en eux le poids d'une tradition millénaire.